criminels, encore plus. Et donc leur but, c'est de supprimer en amont tous ces messages qui sont vraiment du spam. Malheureusement, pour les annonceurs, que sont nos clients, eh bien, parfois ils se trouvent pris dans le feu croisé de la guerre que les FAI mènent au vrai spam, et ce qui est le grey mail, on appelle ça le mail gris, c'est-à-dire les envois de type newsletter, de type newsletter, j'entends informationnel, mais aussi les envois marketing avec des offres, et même parfois des emails transactionnels, mais c'est plus rare, peuvent se trouver pris au milieu de tout ça et être délivrés en spam, voire supprimés. Bon. Et le travail de la délivrabilité, c'est un travail en fait bipartite, c'est quelque chose qui se fait à la fois chez l'annonceur et chez l'ESP. Il ne faut pas s'imaginer que la délivrabilité, ce n'est que l'affaire de l'ESP, c'est évidemment votre premier partenaire, mais c'est de faire en sorte que toutes les capacités soient mises en œuvre, toutes les méthodes fonctionnelles et stratégiques soient mises en œuvre pour éviter les blocages, les filtres, les pertes générales de performance et pour atteindre donc la boîte de réception. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, je vous parlais donc du volume 4,4 milliards de boîtes email au niveau mondial environ, et 205 à 215 parce que les chiffres évidemment augmentent. Vous savez que malheureusement le spam c'est comme l'inflation, il y en a toujours de plus en plus. Voilà les grands chiffres. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette délivrabilité, vous le savez dans votre problématique quotidienne, elle est particulièrement importante parce que on l'a représenté comme, vous voyez, le socle de cette pyramide, avec tout en haut le ROI, parce que c'est quand même le nerf de la guerre. Eh bien, cette délivrabilité, elle est composée à 15% d'éléments techniques et 80% d'éléments marketing. Alors, je vous ai mis 15-85 pour éviter de tomber dans la loi de Pareto, on ne va pas la mettre à toutes les sauces, mais on peut imaginer 80-20, ça ne changerait pas radicalement les choses. On va voir de quoi il s'agit au niveau de ces 15% techniques, et puis pour le marketing également, pour vous aider à comprendre où est-ce qu'on peut vous aider, et où est-ce que vous pouvez vous aider également. Alors, que fait plus généralement le service délivrabilité? Eh bien, le service délivrabilité de votre ESP, quand il en a un. Souvent, c'est un service qui est adossé au service support, c'est-à-dire que pour des problématiques plus simples, vous allez avoir affaire à vos interlocuteurs support, on va dire, habituels. Ça peut être pour des questions de segmentation, des questions, on va dire, régulières ou simples. Eh bien, le service délivrabilité, il va s'occuper de tout ce qui est d'abord d'accueillir un nouveau client, donc de faire en sorte que sa transition depuis son ancien prestataire vers son nouveau se passe bien. C'est pour cette raison qu'il s'occupe de ce qu'on appelle les warm-up ou les plans de chauffe d'IP. Vous savez que vous pouvez disposer d'IP soit dédiés, soit d'IP partagés. Alors là, c'est votre interlocuteur qui va essayer de trouver la bonne recette pour vous, parce qu'il n'y en a pas a priori. Il faut s'imaginer que si vous avez un volume conséquent et que vous voulez dépendre uniquement de vos propres envois pour constituer votre réputation, eh bien, il vaut mieux des IP dédiés. Je dis des, ça peut être une IP dédiée, hein, c'est pas forcément par grappe de une. Et puis, si au contraire, vous avez des envois qui sont moins réguliers ou des volumes qui sont plus faibles, eh bien, il peut être intéressant de se poser la question de se dire, est-ce que je ne vais pas mutualiser mes envois avec d'autres annonceurs et faire en sorte que l'ensemble de ce volume constitue une réputation plus générale. Alors évidemment, dans ce cas-là, vous le savez, eh bien, votre délivrabilité ne dépend pas que de vous, puisque précisément il y a d'autres utilisateurs au pool, mais votre SP a en général la charge de, on va dire, mélanger, si j'ose dire, des flux qui soient compatibles. Et dans ces cas-là, notre politique, en tout cas à Experian, c'est de faire en sorte que ça tire vers le haut, c'est-à-dire qu'on met des gens qui ont des pratiques similaires. Ça veut dire qu'évidemment, on vous accompagne, on vous aide à améliorer vos pratiques. Et puis, si malheureusement il y a un incident, eh bien écoutez, d'abord on le règle avec vous et on vous aide à aller éventuellement vers un pool avec des gens qui ont exactement les mêmes pratiques que les vôtres. Une chose qui est souvent une idée reçue et qui est malheureusement dommageable à votre réputation, c'est de se dire oui, mais moi je veux changer, je veux aller sur un meilleur pool d'IP. Alors le pool d'IP, ce ne sont pas les IP qui sont meilleurs a priori, c'est juste que le voisinage est peut-être meilleur. Et comme on met les gens ensemble par habitude d'action, eh bien, si vous voulez, on va dire, monter en gamme, il faut monter en gamme au niveau de vos pratiques.
Et là, évidemment, nous, on est là pour vous aider, pour vous montrer que travailler plus sur les actifs, ça va vous aider, que vous aurez moins de plaintes, donc votre réputation sera meilleure. Voilà, enfin, c'est un travail main dans la main, un covoiturage, je veux dire, qui se fait. Évidemment, on s'occupe de manager ces IP, de les authentifier. Vous savez qu'il y a tout un tas de protocoles que les FAI ont mis en place depuis quelques années, dont le but est d'éviter la fraude, pour éviter que des envoyeurs mal intentionnés se fassent passer pour vous pour adresser des campagnes de spam. Donc vous avez le DKIM, vous avez le SPF, vous avez le DMARC, vous avez aussi des processus d'encryption qu'on appelle le TLS, qui est particulièrement demandé par Gmail. Ça, tous les ESP bien établis maîtrisent parfaitement ces processus. Enregistrement à faire au moment où, on va dire, il y a l'étape d'onboarding. Vous savez, l'étape où vous avez installé votre compte et vous commencez à importer vos bases et vous paramétrez vos domaines d'envoi. Donc ça, c'est une étape très importante. Une fois qu'elle est faite, c'est pour ça que ça fait partie de ces fameux 15% dont je vous parlais tout à l'heure, une fois qu'elle est faite, eh bien, normalement, ce n'est pas quelque chose qui change. Mais quand même petite note, parce que dans mon expérience, il m'est arrivé de rencontrer, donc parfois je vais vous faire profiter comme ça de petites pépites. Faites très attention à ce que, au niveau des gens qui peuvent gérer vos domaines d'envoi, donc vos noms de domaine, imaginez que votre nom de domaine soit newsletter.monsite.com. Si jamais dans votre organisation, il y a des modifications qui sont faites au niveau du nom de domaine, pensez bien à leur dire attention à ne pas changer les paramétrages MX ou un certain nombre de paramétrages parce que ça peut mettre à mal les protocoles d'authentification et causer des incidents. Alors heureusement, ce n'est pas des incidents d'ultra grande gravité, mais ça peut effectivement le devenir si on les laisse durer dans le temps. Également, donc, le service vous aide pour vous accompagner dans votre stratégie. Monitorer de manière proactive, ça c'est le plus important, c'est-à-dire qu'ils suivent régulièrement, ils ont des alertes dès qu'il y a des taux par exemple de plaintes qui augmentent, des taux de bounce, donc de messages rejetés qui augmentent. On peut aussi également surveiller les taux de désabonnement, même si vous comprenez que les taux de désabonnement dépendent plutôt de la typologie des messages que vous envoyez, mais c'est quand même à soutenir. Et puis, alors, c'est là qu'évidemment, en général, les clients, plus généralement les annonceurs, attendent de l'implication de la part des services délivrabilité, c'est la relation avec les FAI. Parce qu'évidemment, en tant que prestataire d'envoi, on a un canal particulier de relation avec des maisons comme Orange en France, comme Free, comme La Poste, tous les FAI français évidemment, mais avec également les FAI internationaux, même si certains, comme Gmail, vous le savez, sont un petit peu des donjons bien fermés et qui n'acceptent pas toujours le dialogue, on va dire, avec des services délivrabilité, mais dans l'ensemble, il y a toujours des organisations qui nous regroupent, telles que le MOG, telles que Signal Spam en France, telles que des syndicats professionnels, qui fait que nous nous retrouvons régulièrement et que nous pouvons discuter, nous pouvons intercéder auprès de ces personnes et donc de ces entités pour le compte de nos clients. Il est évident qu'il faut imaginer que nous sommes comme vos avocats et qu'à ce titre-là, il ne faut pas nous cacher des choses. C'est-à-dire que s'il y a eu une erreur humaine, le FAI peut tout à fait comprendre qu'il y a eu une erreur de segmentation, que ça a entraîné qu'on a envoyé 1 million d'emails au lieu de 100 000 et que donc il y a eu plus de plaintes. Donc, il y a des blocages qui sont, on va dire, faciles à faire lever. Et au contraire, si ce sont des pratiques qui durent depuis très longtemps, que très clairement, il y a trop de spam traps qui sont sollicités ou de choses comme ça, c'est plus difficile, évidemment. Mais l'important, c'est d'être dans une relation de transparence totale avec son ESP, parce que pour vous aider, votre avocat a besoin de tout savoir, évidemment. Donc, n'hésitez pas à tout lui dire. Un petit peu plus loin dans la présentation, d'ailleurs, je vous aiderai à bien préparer un entretien de délivrabilité, c'est-à-dire à lui donner tous les éléments pour qu'il puisse vous aider le plus rapidement possible et le plus efficacement possible. Également, nous pouvons vous aider sur l'analyse de la qualité de vos bases, alors aussi bien la qualité au niveau du moment où vous allez les capter, que la qualité dans l'utilisation, c'est-à-dire les critères de segmentation, mais tout un tas d'autres critères avancés. Et puis évidemment, le cœur de l'affaire, c'est qu'on est là pour vous accompagner à optimiser le contenu de vos messages aussi bien dans la manière dont vous le codez, nous le codons pour vous parce que nous pouvons aussi également le faire, pour vous accompagner à respecter ces bonnes pratiques. Ce que je vous disais tout à l'heure, comme vous le savez, les FAI
ne font pas des lois, c'est-à-dire qu'ils ne pondent pas des lois, mais comme c'est eux qui acceptent ou non les emails, eh bien ils sont quand même libres chez eux de dire nous on veut qu'il y ait ça, ça, ça et ça qui soit respecté. Et notre travail à nous, évidemment, c'est de connaître ces règles et de s'assurer que nos clients les utilisent à bon escient. Voilà. Et le consulting, c'est pour aller plus loin, pour vous accompagner sur des analyses ou des types d'envois spécifiques. Nous en parlerons tout à l'heure un petit peu plus loin. Alors, la délivrabilité, vous le savez, hein, ça a évolué. Donc, je vous ai fait un petit graphique. Ça, c'était avant, hein, puisque c'est toujours le même qui circule. Donc, vous avez connu peut-être à une époque qu'on appelle parfois bénie, en tout cas les annonceurs semblent la regretter, cette époque où on pouvait envoyer du full base et on ne se souciait pas vraiment parce qu'on savait que le message arrivait, peu ou prou. En fait, à l'époque, même parfois, on s'en souciait pas, donc on ne savait pas s'il arrivait ou pas, mais les résultats, le ROI de l'email était encore plus haut qu'il n'est aujourd'hui, et il est encore très très haut, vous le savez. Donc c'était évidemment une époque où les FAI n'intervenaient pas ou peu, et où donc c'était un petit peu la part belle à un peu tout et n'importe quoi. Et puis avec l'explosion du spam sont arrivées les règles de filtrage, les blacklistages, donc ce sont des listes qui regroupent des IP ou des senders qui se comportent mal, hein, ou qui ont des incidents trop souvent. Et puis également, ils se sont dit, ben, on va essayer de retrouver les contenus, parce que si on sait que tel message, c'est un spam, si on arrive à retrouver la même matrice, la même template de message, eh bien, on va dire, on va le tuer en amont, hein, on va le supprimer, on va même pas le charger sur nos serveurs. Donc ça, l'inconvénient de ce type de filtre qu'on appelle bayésien, c'est que c'est très gourmand en ressources machines, donc ils l'utilisent, mais ils ont dû aller sur des techniques un peu différentes et ils l'utilisent de manière partielle. Donc ensuite, ils se sont dit, ben, il va falloir qu'on lie cette notion de bonne ou de mauvaise réputation aux IP, puisque c'est quand même toujours par une IP que transitent les messages. Alors les malins se sont dit, les petits malins se sont dit, ben, puisqu'ils vont monitorer les IP, ben, on va changer d'IP tout le temps. Alors sachez que ça c'est le pire du pire, hein. Il faut absolument éviter de sauter d'une IP à l'autre, parce que il n'y a pas plus spammy comme comportement pour les FAI, à tel point d'ailleurs que c'est la raison pour laquelle changer d'un ESP, c'est toujours une phase stratégique et où il faut envisager donc un plan de chauffe et on va dire un transfert progressif de votre volume depuis l'ESP précédent jusqu'au nouveau et surtout pas on prend d'un côté et hop, on bascule tout de l'autre et d'un seul coup, on envoie full base de l'autre côté. Ça, c'est l'assurance d'une catastrophe. Également, donc, tous les paramètres d'authentification dont je vous parlais tout à l'heure, DKIM, SPF, DMARC, et etc., qui ont été mis en place pour finalement montrer patte blanche. La notion de bounce avec des dialogues SMTP avancés, la possibilité pour les ESP d'analyser et donc de pouvoir remédier à des problèmes. Et puis les notions de plainte spam, ça vous le savez. La plainte est une action que l'internaute, le contact cible va pouvoir faire, et cette plainte, elle a un effet assez négatif. Alors une plainte, rassurez-vous, n'a pas d'effet négatif en soi. C'est quand il y a évidemment un grand nombre de plaintes ou un pic de plaintes que le FAI le remarque. Et c'est pour cette raison d'ailleurs qu'il est toujours préférable d'avoir un désabonnement qu'une plainte. Et à ce titre, ne cachez pas vos liens de désabonnement, parce que plus vous cachez un lien de désabonnement, plus la personne, elle va aller sur le lien le plus simple pour ne plus recevoir d'email, c'est-à-dire ceci est un spam, qui lui en général est fourni par le fournisseur d'accès ou par le logiciel, le client en mail, et donc là vous êtes sûr que vous avez gagné des mauvais points de karma. J'explique souvent à mes clients que c'est une question de constituer un bon karma ou un mauvais. Certaines actions amènent des mauvais points karmiques et d'autres au contraire des bons points. Et l'idée, c'est d'aller toujours vers plus de karma. Et enfin, maintenant, les dernières techniques que les FAI ont mis en place, c'est de mesurer l'engagement. Alors, l'engagement des contacts, ce sont toutes ces actions qu'ils peuvent faire sur l'email, mais également des inactions. Il faut comprendre qu'il y a cette notion donc d'action, on va dire, si j'ose dire, excusez-moi de redondance, mais active, le clic, l'ouverture, ceci est un spam. Alors là, pour le coup, c'est négatif, mais c'est une action volontaire. Mais il y a aussi, ils sont capables de mesurer si un message reste dans votre boîte et n'est pas ouvert pendant longtemps. Si systématiquement, le même annonceur, le message n'est pas supprimé, certes, on ne se désabonne pas, on ne se plaint pas, mais on ne l'ouvre pas, voire on le transfère
on le range dans un dossier et finalement il est conservé. Bon, mais ça c'est un engagement qui est plutôt neutre, voire légèrement négatif. Et à terme, ce type de sollicitation, si elles sont trop massives, peut entraîner une forte proportion de délivrabilité en boîte spam, puisque précisément, ça veut dire que le contenu n'est pas suffisamment intéressant en général, et donc le FAI, il essaye de protéger entre guillemets son utilisateur, et il délivre donc en boîte spam. Ce n'est jamais vu comme une punition, c'est vraiment plutôt, punition vers l'annonceur, c'est toujours plutôt pour faire que l'expérience utilisateur du client ou de l'utilisateur de la boîte soit optimale. Alors, je vous ai mis un petit schéma pour vous faire comprendre une chose, c'est que ce travail, cette réflexion délivrabilité, il faut éviter de la penser, la délivrabilité, c'est l'affaire de l'ESP. Alors, je ne suis pas là en tant qu'ESP en train d'essayer de dire c'est pas que ma faute du tout, mais plutôt pour vous dire c'est un dialogue. Alors, j'ai pensé à l'image du covoiturage. En partant du bas, au niveau de la récolte du consentement, vous savez, des contacts que vous avez en base, c'est une des étapes les plus importantes. Donc, il va falloir se poser la question, est-ce qu'on est conforme aux textes en vigueur? Alors, les textes, vous les retrouverez très facilement sur la CNIL. Si vous adressez des adresses, enfin des contacts et des listes germaniques, il faut se poser la problématique du groupe ECO, du groupe, on va dire, de la région d'Ar, donc Allemagne, Suisse et Autriche, qui sont plus contraignants qu'en France. Hein. Ils ont des règles un petit peu plus contraignantes qu'en France. Si vous avez des bases à adresser de ce côté-là, n'hésitez pas à en parler avec votre SP, il va vous aider à être plus blanc que blanc parce qu'ils sont plus exigeants. Et puis le can spam, c'est si vous adressez des bases évidemment en Amérique du Nord, se poser la question, est-ce que les bases sont louées, achetées, et puis surtout, et là je vous invite vraiment à avoir cette réflexion de fond, peut-être que nous ferons un webinaire plus tard là-dessus, c'est tout ce qui est, vous savez, simple opt-in confirmé, double opt-in. On se pose toujours la question. On sait très bien que le double opt-in, c'est le Graal, c'est le mieux. Mais à chaque fois, les annonceurs nous le disent, et on le comprend tout à fait. Oui, mais si je mets du double opt-in, j'aurai moins de contacts. Certes, vous en aurez moins, et d'ailleurs, ReturnPass a fait plusieurs études pour voir quelles étaient les bases, les types de bases qui performaient le mieux. Alors, sans surprise, les double opt-in performent mieux. Hein, c'est comme de dire que l'eau chaude est chaude et que l'eau froide est froide, on le savait. Mais c'est surtout que c'est une gestion des risques. Vous le savez, malheureusement, il y a de plus en plus d'activités frauduleuses sur Internet et certains de vos concurrents, malheureusement, ou alors tout simplement des pirates, des gens mal intentionnés, ont trouvé amusant ou efficace de déverser à petite quantité tous les jours des adresses pièges, qu'on appelle des spam traps, dans les programmes d'email de leurs concurrents. C'est arrivé il y a à peu près, je crois, 18 mois, dans la région Nord. Alors, je ne vais pas parler de marque spécialement, mais vous savez que dans la région Nord, il y a beaucoup de VPCistes. Et eh bien, ils étaient en mode simple opt-in. Leurs formulaires étaient donc des formulaires assez ouverts. Hein. Vous savez, le simple opt-in, c'est un formulaire simple. On entre l'adresse email, on dit valider, et hop, l'adresse est dans la base, elle est abonnée, et donc elle va recevoir les premiers programmes. Si on vous déverse dans ce cas-là des adresses dangereuses, eh bien malheureusement, vous allez les adresser vous de bonne foi, en pensant que c'est une vraie personne, et malheureusement, vous allez impacter très négativement votre réputation, à tel point que certaines de ces marques ont été bloquées, par exemple chez Orange, pendant, je crois, 45 jours. Alors imaginez-vous travailler avec des bases à 40% Orange, où vous pouvez délivrer aucun email chez Orange, c'est vraiment catastrophique. Donc il faut se poser cette question-là, et le double opt-in, eh bien c'est une des manières d'éviter à tout prix ce genre de mauvaises situations. Vous avez également donc au-dessus de la récolte du consentement là quelque chose qui se passe alors exclusivement chez votre SP. Donc là c'est tout ce que je vous disais au niveau des réglages machines, on appelle ça les MTA. Bon, c'est très technique. Vous avez tout ce qui est authentification. Ça c'est le travail de l'onboarding. C'est là que les équipes d'avant-vente et que les équipes plus généralement d'accompagnement vont sécuriser tous ces aspects-là pour que vous puissiez être serein et commencer tranquillement vos programmes d'email marketing. Et enfin, et c'est là que, on va dire, c'est le travail de tous les jours, c'est un travail à deux de construction et de renforcement de votre réputation et de l'engagement que vos contacts vont avoir avec votre marque. C'est le travail de mise en place des feedback loops, qui vont peut-être être mis un petit peu en amont, le travail de segmentation, d'engagement, et tout ça, c'est cette étape 3, c'est celle qu'on va développer juste après. Alors, à quelle problématique, finalement,
le what's in it for me, hein. Qu'est-ce que ça va m'apporter de me poser ces questions de délivrabilité? Eh bien, au cœur de tout cela, je voudrais vous faire penser qu'il y a une question à se poser, une question fondamentale, c'est qu'est-ce qu'un actif et qu'est-ce qu'un inactif? Parce que les FAI sont là à nous dire ne sollicitez que vos actifs, que vos actifs, que vos actifs. Ça veut donc dire qu'il y a des inactifs, hein, ça c'est la conséquence logique. Et la vraie question, c'est que chaque entreprise, chaque verticale, chaque domaine a une définition bien à lui d'un actif. Et votre ESP peut vous aider parce qu'il a notamment maintenant des outils avancés d'analyse, de data, de comportement, soit sur le site, soit sur l'email, soit sur les deux d'ailleurs. Et l'idée, c'est de vous dire, si je sais bien ce qu'est un actif, eh bien, je saurai mieux les adresser. Du coup, je vais respecter la règle, la prime directive hein, des FAI, c'est-à-dire solliciter mes actifs. Ma réputation sera meilleure et il me sera plus facile de travailler mes inactifs. Parce que, évidemment, le FAI ne vous interdit pas de travailler vos inactifs, mais il vous dit adressez en priorité vos actifs et les autres, il faut le faire de manière plus intelligente. C'est là que nous allons pouvoir vous accompagner. Donc, il faut se poser cette question. Un actif engagé, c'est quelqu'un qui clique, qui ouvre, qui évidemment ne se désabonne pas, même si c'est une forme d'engagement, qui ne se plaint pas. Et quelqu'un de très engagé, c'est par exemple aussi quelqu'un qui, à la réception d'un message, qu'il aurait peut-être reçu d'ailleurs en boîte spam, parce qu'il arrive que le FAI teste, il envoie en boîte spam pour voir si les gens vont le chercher et le rapporter dans la boîte inbox ou même promotion. Et donc ça, c'est une action très 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 importante. Il y a beaucoup de karma positif à ce type d'action. Donc il faut inciter effectivement, par exemple, dans ce qu'on appelle le pré-header, vous savez, c'est la partie supérieure de votre message, de mettre un petit texte pour inciter les gens à ajouter par exemple l'expéditeur dans son carnet d'adresse, parce qu'évidemment ça passe mieux, ou à l'inciter à régulièrement vérifier qu'il n'est pas arrivé en spam et le transférer en boîte de réception. Donc, bien connaître ses actifs, c'est aussi se dire qu'est-ce que j'attends d'eux. Est-ce que j'attends des clics? Est-ce que j'ai qu'est-ce que j'ai comme objectif du nombre d'ouvertures? Parce qu'on entend souvent oui, mais alors est-ce que je suis bon par rapport aux autres? Sachez que ça dépend évidemment du type de vos envois, ça dépend de votre verticale, de votre domaine d'activité. Alors évidemment avec des ESP, ils sont capables de vous comparer avec d'autres clients qui sont peut-être dans des problématiques similaires. N'hésitez pas, ils pourront évidemment pas vous révéler les chiffres de vos concurrents ou de vos partenaires, c'est pas du tout l'objet, mais en revanche, ils peuvent vous donner une indication générale de votre performance pour pouvoir vous dire, eh bien écoutez, si vous faites quelques efforts, parce que je sais que un tel, sans dire un tel, hein, les a fait, eh bien il est arrivé à plus 5% d'ouverture, ça s'est traduit par, évidemment en général, un résultat bien meilleur, un ROI bien meilleur. La délivrabilité sur ces actifs, c'est ce qui, évidemment, pose le moins de risques. Mais la délivrabilité, c'est aussi une gestion des risques parce qu'il faut adresser les inactifs et comme vous le savez, malheureusement, c'est toujours le cas, on a toujours plus d'inactifs que d'actifs. Hein. Je vous souhaite le contraire, mais malheureusement, c'est également une règle. Donc, les inactifs, ce sont tous ces contacts qui, au fil du temps, ont perdu de l'intérêt et donc ne le manifestent plus par des actions positives telles que des ouvertures ou des clics. Et donc, ce sont des gens qui sont, on va dire, dormants, hein, ça, des contacts dormants. Ces gens-là sont dangereux à deux titres. Il y a la problématique des spam traps, parce que je vous ai expliqué comment ils peuvent devenir des spam traps. Et puis, il y a la problématique, tout simplement, que ces gens-là, un jour, ils vont se réveiller, ils vont se dire, ça m'intéresse plus, je me plains. Parce que c'est comme ça, ils se disent, soit je me désabonne, soit je me plains. Alors, si vous avez de la chance, ils se désabonnent, ça n'a pas d'influence. Si malheureusement ils sont ou de mauvaise humeur ou vous avez une pression marketing un peu trop élevée, eh bien là, ils vont choisir de se plaindre. Alors comme je vous dis, une plainte, c'est pas grave. Un pic de plainte, c'est plus embêtant. Et donc, ce que je vous disais, ce qu'il faut réfléchir, c'est que ces inactifs, ce sont des adresses qu'il faut absolument solliciter au moins 2 fois par an. Et moi, mon conseil, c'est de le faire 3 fois, c'est-à-dire tous les 4 mois. Une adresse ne devrait jamais être laissée non sollicitée pendant plus de 4 mois. Pour quelle raison? Parce que les FAI, pour se défendre contre le spam, et puis aussi les éditeurs de blacklist, ont mis en place des adresses pièges, vous les connaissez sous le nom de spam trap ou honeypot. Ces adresses pièges, eh bien, ce sont soit des adresses qui existaient, on va dire Jean Dupont @orange.fr, voilà,
Monsieur Dupont est un client Orange, puis un jour il quitte Orange, il va chez Free, j'en sais rien. Eh bien Orange donc désactive sa boîte. Donc il était abonné à un certain nombre de newsletters. Sa boîte n'existant plus va être hardbound. Donc les annonceurs qui continuent de lui envoyer normalement vont cesser de lui envoyer puisque un hardbound c'est automatiquement invalidant on va dire chez votre SP. Enfin, si votre SP est sérieux, c'est invalide en tout cas. Donc du coup pas d'impact sur votre réputation. Et puis 6 mois voire 12 mois plus tard, le FAI décide de recycler cette adresse de Jean Dupont. Il se dit, ben, si je continue de recevoir des messages dans cette boîte, après 12 mois, par exemple, où elle était hardbound, eh bien, c'est que vraiment, les gens qui continuent de m'en envoyer, ce sont des spammers, puisqu'ils ne respectent pas le fond du fond des bonnes pratiques. Et donc, je vais rouvrir un certain nombre de boîtes, et je vais analyser quels annonceurs, quels IP, quels senders continuent de m'adresser des messages. Et là, évidemment, ce type d'adresses pièges sont très dangereuses. Comment éviter d'avoir ça? Eh bien, écoutez, si vous êtes certain que vous envoyez 3 fois par an votre message à des adresses même inactives, eh bien, vous êtes sûr qu'à un moment ou à un autre, si elle est hardbound, elle sera invalidée, donc elle ne sera plus jamais sollicitée. Donc, vous avez une considérable chance de ne pas solliciter les adresses spam trap de cette manière-là. Et tout cela, eh bien, nous amènera un petit peu plus loin à parler de tout ce qui est la réactivation. C'est une phase vraiment capitale. Ça vous permet de garder d'abord beaucoup d'adresses en base, d'adresses utilisables, j'entends. Et c'est le cœur souvent de l'affaire. C'est d'ailleurs là que la plupart des incidents de délivrabilité se déroulent. C'est quand une campagne ou une suite de campagnes de réactivation tourne mal. Donc, se poser également cette question d'actif-inactif, c'est se dire, bon, alors imaginons que j'ai toujours mon Jean Dupont, alors j'en prends un, Jean Dupont, il ne réagit plus depuis 6 mois, je lui ai déjà envoyé 2 campagnes de réactivation. Est-ce que je ne dois pas le mettre de côté? La recommandation des FAI et la nôtre, c'est effectivement, quand un contact cesse d'interagir avec votre marque, depuis un certain nombre de temps, eh bien, il faut penser à le mettre de côté. Et du coup, se pose la question de se dire, au bout de combien de temps? Alors, je vais vous faire une réponse un peu, excusez-moi, à la normande, ça dépend. Ça dépend de votre verticale. Si vous vendez des voyages au ski, il est évident que quelqu'un ne va pas en acheter 3 fois par an. Donc, peut-être qu'un an, c'est trop court. Mais en revanche, si vous savez que vous êtes sur un cycle de vie de 1 an ou 2 ans, si vous avez atteint un cycle, il faut peut-être se poser cette question de le mettre de côté. Je sais que c'est toujours très dur, parce que vous avez mis du temps, vous avez mis de l'énergie et des ressources à avoir ces bases, mais c'est vraiment très important de cesser de solliciter ces adresses parce qu'elles sont vraiment, elles peuvent devenir très dangereuses pour vous. Et le pire, c'est que les solliciter, c'est vous empêcher de faire délivrer vos messages qui, eux, sont sur les actifs. Parce que pensez bien que ça part tout de la même infrastructure. C'est-à-dire qu'en continuant de solliciter les mauvais, vous vous empêchez de délivrer les bons. Donc il faut vraiment se dire qu'est-ce que je veux atteindre. La fréquence des envois de réactivation, ça, vous travaillez ça avec votre SP. Et puis également, et ça c'est très important, se dire est-ce que je fais une campagne de réactivation dédiée? Ça veut dire, vous savez, ces campagnes un peu amusantes, un peu souvent sur le ton décalé, où on vous dit oh malheureusement, on vous a plus vu depuis longtemps. Bon, ça d'abord, ça permet de relancer un peu l'intérêt. Il faut évidemment bien travailler son objet pour que ça soit performant. C'est ce que nous recommandons évidemment fortement parce que c'est un petit peu comme quand vous recevez un message personnalisé, vous avez plus de chances d'y répondre que si vous recevez le message, on va dire, du jour. Imaginez que vous avez votre campagne du jour que vous adressez à vos actifs, vous pouvez vous dire, bon, je mets 5% d'inactifs en plus et puis j'essaye de les réactiver. C'est un moindre mal, c'est le minimum du minimum, mais c'est évidemment pas là que vous allez réactiver le plus. Et puis, se poser toujours la question de quels incidents j'ai pu avoir lors des 6 derniers mois qui ont pu me faire baisser de performance. Voilà. Alors ensuite, j'ai décidé de voir par grande catégorie d'envois. Vous savez, alors je l'ai divisé par acquisition, affiliation et envoi sur base tiers, qui est le premier endroit. Pourquoi? Parce que vous savez, ce sont les envois les plus risqués, hein, les plus générateurs de problèmes. Également, nous parlerons évidemment des envois dits de fidélisation, les envois le cœur de l'email marketing. On parlera également des envois transactionnels, parce que c'est un cas particulier. Donc, sur l'acquisition et l'affiliation, rassurez-vous, vous le savez, vous pourrez récupérer tous les supports. Hein. Donc,
vous pouvez, ne prenez pas tout en note. Nous aurons plaisir à partager tout ça avec vous, surtout que c'est écrit petit, donc peut-être ça sera plus dur. Donc, se poser à chaque fois, je vous ai fait ça sous forme de checklist. Je crois que c'est un bon moyen de, à chaque fois qu'on a des envois, de suivre. Est-ce que je suis certain que la source de mes données est bonne? Est-ce que c'était du simple opt-in, ce dont on parlait tout à l'heure? Est-ce que mon segment est construit de manière efficace? Est-ce que je ne suis pas allé chercher des gens trop loin? Est-ce qu'ils ne sont pas se dire quelqu'un qui a ouvert ou cliqué depuis 12 mois? Bon, pour un critère d'activité, c'est peut-être un peu long. Évidemment, dédoublonner, assainir, ça veut dire s'assurer qu'on ne sollicite pas des adresses des abonnés ou qui bounce régulièrement. Se poser les questions des IP, des choix des domaines d'envoi. Je vous l'ai dit, ça se fait en amont, mais il faut toujours se poser ça parce que parfois, des clients ont un domaine pour leur programme de newsletter fidélisation, un autre domaine pour le transactionnel et encore un troisième pour les différents autres types d'envois, et pareil pour les IP. Donc, ne pas se mélanger, hein, prendre le bon domaine et le bon IP pour le bon envoi. Et puis, toujours la réflexion sur la pertinence du message. Vous savez que c'est quand même le cœur de l'affaire. Si vous envoyez des messages qui sont peu ou pas pertinents, eh bien, vos contacts réagiront mal, donc se plaindront. Et puis ensuite, malheureusement, il y a toujours cette question de gestion des plaintes ou blacklistage, ce qui peut arriver, mais qui heureusement n'arrive pas toujours. Hein. Si c'est fait en bonne intelligence, avec les FAI et puis avec vos contacts, en base, ça se passe très bien. Pour la fidélisation, c'est le cœur de l'affaire, vous le savez, ce sont vos clients réguliers, ce sont éventuellement les nouveaux entrants, ce qu'on appelle, vous savez, les récents. Alors ceux-là, ils peuvent être délicats, hein, ça pourrait être l'objet d'ailleurs d'un autre webinaire. Je suis en train de faire du push là, pour faire plein de webinaires, mais c'est parce que ce sont des sujets assez tactiques et stratégiques et qu'il faut se poser ces problématiques pour éviter des incidents qui sont dommageables. Donc, tout ce qui est newsletter, eh bien, encore une fois, la source des données, c'est toujours la base, vous savez, hein, souvenez-vous de la pyramide de tout à l'heure, c'est la base des choses, la qualité de la donnée, le moment, si on l'a récupérée. Et également, une chose très importante, c'est de se dire si cette base n'est pas une base propre, à vous, je veux dire votre base à vous, si c'est une base partenaire, assurez-vous de 3 points, je voulais insister là-dessus. Ce sont des points dits légaux, et d'ailleurs vous avez dû entendre parler des changements de législation en 2018, en mai 2018 qui vont intervenir. Ce sera un alignement, vous savez, avec les règles européennes qui sont en train de, bon, je ne vais pas dire de se durcir, mais disons de s'harmoniser. L'idée est d'aller un peu plus vers le modèle allemand, qui est un petit peu plus contraignant que le modèle français. Et il faut s'assurer, si vous le voulez, pour vous faire un point rapide, si vous travaillez avec un partenaire qui vous fournit des adresses, idéalement, il faudrait qu'il puisse vous fournir au moins deux, si possible des trois informations que je vais vous dire. D'abord, l'horodatage du contact. Quand est-ce qu'il s'est enregistré dans la base, comment il est arrivé dans la base. Donc, le jour et l'heure, hein, c'est l'horodatage. Deuxièmement, la source. Alors, ça peut être une URL si c'est une adresse qui a été enregistrée sur un formulaire. Donc, si c'était une opération, je ne sais pas moi, de jeu concours, eh bien, vous avez l'URL du formulaire du jeu concours. Voilà. Ou si c'était un enregistrement dans un magasin, parce qu'après tout, on peut recueillir aussi sous cette forme-là, eh bien, je ne sais pas moi, si c'est un magasin, pas de Nocibé, ben, c'est une opération Nocibé en magasin. Voilà. Mais pouvoir identifier le lieu, l'heure et le jour, également le lieu, même s'il est virtuel, et enfin, l'IP de connexion, ça c'est une information dite personnelle, mais la CNIL accepte qu'elle soit stockée dans la mesure où elle n'est pas destinée à identifier les personnes, mais plus à apporter la preuve du consentement. Ça veut dire qu'au moment où le formulaire est validé, eh bien, il faudrait idéalement qu'il enregistre de manière invisible l'IP, l'horodatage, et puis l'URL. Voilà. Si votre partenaire est capable de vous fournir 2 de ces données, super, vous pouvez travailler. Si vous en fournissez 3, vous pouvez faire sauter le champagne parce que c'est rare et c'est très bien. Ça veut dire que si jamais vous avez des plaintes, vous pourrez vous protéger complètement. L'idée, c'est pas de transférer forcément le risque, mais c'est un petit peu ça quand même. C'est de dire, j'ai travaillé avec quelqu'un qui est capable de me dire que ce sont vraiment des gens qui ont donné leur consentement. Si en revanche, il ne peut vous donner ni l'un, ni l'autre, ni le troisième, je vous conseille de voir un autre fournisseur parce que vous donnez le flanc à des attaques et puis aussi, surtout, à des problèmes de délivrabilité, ce qui est quand même le plus embêtant. Donc, certains éléments de cette checklist sont évidemment communs avec l'acquisition, mais le fond de l'affaire, c'est toujours la data. Et puis, il y a également tout ce qui est parcours automatisé, vous en avez entendu beaucoup parler, c'est effectivement un moyen de rationaliser ces envois, toutes ces campagnes dites d'automatisation. Alors, on va vous parler d'Automation Center, enfin, peu importe le nom dans les différentes plateformes, mais tout ça est lié à ce qu'on appelle le cycle de vie, et derrière tout ça, il y a ce dont je vous parlais tout à l'heure, à savoir
ces principes de réactivation. Alors je voulais insister là-dessus parce que comme je vous l'ai dit, c'est là que en général le bas blesse et que les problèmes surviennent. Ils surviennent en général parce que lors de campagnes de réactivation, donc on adresse des inactifs puisqu'on veut les réactiver, hein, on pourrait dire voilà. Excusez-moi, je me bafouille. Donc cette réactivation, l'idéal, on va me dire oui, mais alors c'est un petit peu comme faire des cocktails. Combien est-ce qu'il faut que je mette d'alcool et combien il faut que je mette d'eau voilà. Alors la bonne démarche au départ, c'est de se dire si j'envoie 100 actifs ce jour-là, si je les adresse donc avec ma newsletter normale, eh bien, je peux essayer de réactiver 5 actifs. Là, on est sûr que du 5%, ça n'a aucun impact. Même si les 5 se plaignaient, ça n'aurait pas d'importance sur votre réputation d'envoi. Si, en revanche, vous avez des taux d'ouverture sur votre programme de newsletter assez élevés, je veux dire par là 20%, 25%, 30% ou au-delà, vous pouvez même diluer à plus grande quantité. Vous pouvez monter à 10, à 15%. Comme toujours, il faut avancer par petits pas et faire des tests. Hein, vous envoyez 100 000 actifs ce jour-là, vous vous dites, je vais tester d'abord 5 000. Si tout se passe bien, la prochaine fois, vous en envoyez 7. La fois suivante, vous en envoyez 10. Et si vous constatez qu'il commence à y avoir des petites pics de plainte, eh bien, vous reculez d'un pas et vous vous dites, ben voilà, ma limite, c'est peut-être 12%. Voilà. Alors, évidemment, comme conséquence immédiate, on va me dire, oui, mais alors, au lieu de réactiver d'un seul coup mes 4 ou 500 000 adresses que depuis un an, j'ai constaté qui étaient un peu dormantes, eh bien, il va me falloir, je ne sais pas combien d'envois. C'est vrai, mais c'est le prix malheureusement à payer pour ne pas affecter votre réputation sur vos envois réguliers. Alors certains me disent, bon, mais c'est pas grave, moi je vais faire différemment, mes inactifs, je vais aller les réactiver ailleurs. Alors, vous pouvez effectivement les réactiver soit chez des ESP, entre guillemets, moins regardants, bon, comme ça au moins ça n'affectera pas votre sender domain ou votre IP, ça peut être une solution, mais le mieux est quand même toujours de mélanger le bon et le moins bon de votre propre programme pour que ce soit un seul et même ensemble cohérent pour le FAI, parce que les FAI, par exemple, tels que Gmail, sont capables de vous punir si vous faites, plus exactement, si votre marque se comporte mal dans des envois dits d'affiliation, c'est-à-dire, imaginez, vous avez besoin de leads et vous faites appel à une plateforme d'affiliation. Bon, l'affiliation, c'est du marketing à la performance, donc ils envoient beaucoup pour avoir un peu de leads. Et qu'est-ce qui se passe quand on envoie beaucoup? On envoie forcément un peu moins ciblé, donc on a des plaintes. Eh bien, certains FAI, parfois, punissent la maison mère pour avoir fait des envois qui ont été dommageables. Voilà, donc ça, il faut l'éviter. Le bon moyen, c'est de travailler avec votre SP à imaginer des séquences, des scénarios avancés et puis progressifs de réactivation, je vous le dis. Ça se fait très bien, il faut juste se poser, c'est un tout petit peu de temps, c'est juste du temps à consacrer au départ à cette réflexion et ensuite c'est l'assurance que les choses avancent beaucoup mieux. Et puis il y a le cas du message transactionnel, comme vous le savez. Donc ce message-là, il est envoyé suite à un enregistrement automatique ou à une commande, puisque là en plus il a un caractère absolument légal. Donc les messages transactionnels, certains choisissent de les envoyer par les mêmes canaux, les mêmes IP que leurs messages newsletter traditionnels, d'autres à côté pour éviter de se croiser, on va dire, et de s'influencer. Toujours se poser la question de la source des données, parce que si quelqu'un vient simplement de s'enregistrer sur votre site ou d'avoir créé un compte, ça ne veut pas dire que son adresse est bonne, ça peut être un spam trap, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Et puis se poser la question aussi des contenus mixtes, c'est-à-dire mettre un petit peu de marketing dedans. Bon, ça peut se faire, pas toujours très heureux. Mais alors, se préparer à un entretien de délivrabilité, là, je vais vous dire, je prêche un petit peu pour ma paroisse. Parce qu'en tant que, évidemment, responsable de la délivrabilité chez un ESP, eh bien, parfois, on a nos clients qui viennent vers nous en nous disant, voilà, j'ai constaté telle anomalie, j'ai jusque-là 25% de taux de délivrabilité, de taux d'ouverture chez, disons, Hotmail, et puis là, depuis quelques campagnes, c'est descendu à 17 ou c'est descendu à 12. C'est bizarre, il a dû se passer quelque chose. Bon, eh bien, pour aider votre SP à vous aider, vous savez, help me to help you, il faut lui préparer un certain nombre de données. Vous allez voir que je peux vous garantir, pour avoir été à une époque, moi aussi au support, eh bien, quand on arrive avec tous les éléments, c'est comme lors d'un contrôle routier, si vous avez tous les éléments, vos papiers d'assurance, votre permis en bonne et due forme et tout ça, le contrôle se passe beaucoup mieux. Eh bien là, c'est la même chose. Si vous préparez l'horodatage de l'envoi qui, selon vous, a posé un problème,
le nom de la campagne, les critères de la segmentation, ça c'est toujours important parce que c'est souvent la source de problèmes. Le volume d'envoi, est-ce que c'était une petite campagne, une grosse, est-ce que vous avez adressé des gens actifs ou inactifs. Si vous avez la possibilité de capturer l'écran, vous savez, une petite capture, vous faites print screen sur votre ordinateur et puis vous envoyez comme ça la capture à votre chargé de compte, ça va considérablement l'aider. Évidemment, il y a accès, mais pour lui, c'est un moyen de tout de suite travailler à la réflexion et à la solution et ça va beaucoup l'aider. Donc, ce qui est idéal, c'est de lui fournir une capture d'écran de la performance par domaine. C'est-à-dire, vous savez, en général, vous avez un tableau qui vous fournit les 10, les 12 ou les 15 domaines qui sont le plus représentés, et comme ça, vous pouvez voir les différences. S'il y a une uniformité des taux d'ouverture, ça veut dire que votre délivrabilité est plutôt constante, c'est bon signe. Et puis, si au contraire, il y a de fortes disparités, ça peut vouloir dire que certaines bonnes pratiques sont à mettre en œuvre ou certaines origines de base sont peut-être problématiques, et là, votre SP va pouvoir vous aider à les corriger. Également, se poser toujours la question des campagnes qui ont été envoyées dans les 48 heures ou disons les dernières campagnes précédentes, parce que quand vous constatez qu'il y a eu un problème sur la campagne, on va dire A, c'est en généralement pas la campagne A qui pose problème, c'était la campagne d'avant qui avait généré les blocages. Donc toujours se dire que c'est un ensemble dans le temps et revenir un petit peu quelque part en arrière. Et comme toujours, se poser la question des incidents qu'il y a pu avoir lors des 6 derniers mois, parce que c'est là qu'en général, on peut trouver la source d'un blocage. Un événement se reproduisant, eh bien, les mêmes causes produisant les mêmes effets, le FAI a également et également une autre chose, c'est un peu une question de vocabulaire, alors c'est pour vous aider aussi dans votre compréhension à vous, mais également dans votre dialogue avec votre SP, c'est de ne pas confondre filtrage, blocage et blacklistage, même si au bout du bout ça a un effet un peu similaire, c'est-à-dire que vos messages ne sont, semble-t-il, pas arrivés en boîte de réception. Un filtrage, c'est quand vous êtes allé en boîte spam, donc votre taux d'ouverture diminue, mais il n'y a pas de rejet. Hein. Et puis, le message est considéré comme délivré. Donc, on peut l'améliorer sur le contenu. C'est une problématique, on va dire, de niveau 1. Et puis, vous avez le blocage. Là, c'est plus embêtant. C'est le FAI qui refuse le message. Donc là, vous avez un code de bounce. Donc, votre FAI peut vous aider à le lire, à l'interpréter et donc à agir. Et puis, vous avez le blacklistage qui est votre réputation a atteint, on va dire, un niveau qui a fait que des listes vous ont ajouté et que donc vous êtes rejeté. Donc en général, le blacklistage entraîne un blocage, mais la raison, c'est que vous êtes sur une blacklist. Et là, c'est très important quand vous vous adressez à votre SP de ne pas, on va dire, parler d'une chose pour une autre. Dites à la rigueur, mes taux d'ouverture ont diminué, mais sans forcément essayer de faire le diagnostic vous-même, même si je pense que vous en avez l'habitude. Alors, en conclusion, il faut se dire, dans ce paysage de la délivrabilité, on a vu que c'était un partenariat, qu'il fallait donc travailler en confiance avec son ESP, lui dire, parce que vous savez, les erreurs de segmentation, ça arrive tous les jours, des petites erreurs techniques, on n'a pas utilisé le bon sender, ça arrive également, mais il est important pour qu'il puisse agir en votre nom, qu'il ait tous les éléments, parce qu'évidemment, s'il arrive auprès du FAI pour faire une intervention en votre nom, il faut qu'il puisse s'engager et puis dire, voilà, bon, on a identifié la source du problème, on vous garantit qu'elle ne se reproduira plus, et très sereinement, ce sont des gens très compréhensifs et très intelligents qui vous disent, ok, on lève le blocage, voilà, et les choses s'arrangent évidemment beaucoup mieux. Alors, les services que nous pouvons vous apporter sont des services de différentes natures. Évidemment, je vous parlais de la qualité des données, pouvoir vous aider à les assumer, à les optimiser en amont. Un consulting sur le suivi des bonnes pratiques, c'est quelque chose qui parfois est difficile à mettre en œuvre parce que dans vos services, vous avez parfois un turnover, vous avez des gens qui sont de formation, on va dire, hétérogène, donc on peut aussi vous aider dans un contexte de formation régulière. Une revue stratégique avec la génération de rapports, avec des scorings qui peuvent vous permettre d'archiver et d'historiser comme ça votre performance. Également l'accès à des outils complémentaires au travers de certains partenariats que nous pouvons avoir avec des return pass ou autres. Et puis évidemment la problématique de support, que ça vous connaissez toujours, puisque c'est votre interlocuteur en général numéro 1, l'interlocuteur support. Pour vous accompagner au quotidien, eh bien, vous avez des rapports mensuels ou trimestriels. Ce sont des choses qui sont toujours chez les ESP liées à la notion de campagne, puisque évidemment l'unité
dans les envois, c'est la campagne. Donc, vous avez des performances par campagne. Alors, sans trahir des secrets, chez Experian, nous travaillons à quelque chose qui n'existe pas ailleurs. Donc, vous aurez prochainement, je pense, la bonne surprise d'apprendre qu'on travaille à des rassemblements de données, non plus par campagne, mais plus généralement des performances par domaine, sur des durées de temps. Donc, je n'en dirai pas plus, mais pour avoir vu, on va dire, le logiciel tourner, c'est juste effarant d'efficacité et ça permet d'avoir une visibilité sensationnelle. Évidemment, les mesures correctives, ça je vous l'ai dit, c'est notre rôle d'interagir auprès de vous, auprès des FAI, pardon, pour votre compte, pour régler les mitigations. Et puis l'évaluation de vos problématiques de données, parce que on sait, c'est toujours là que le bas blesse. Et enfin, eh bien, ces problématiques de suivi, de tracking de vos emails. Sachez que, évidemment, la notion d'activité peut être aussi bien liée à l'activité sur l'email que maintenant sur le site lui-même. Vous pouvez placer comme ça des tags et savoir qu'un actif, c'est aussi quelqu'un qui vient sur votre site, même s'il est venu pas nécessairement par le canal email. Voilà. J'espère avoir couvert, sans parler trop vite, l'ensemble des choses que vous aimeriez voir. Et puis évidemment, je suis à votre écoute pour répondre à vos questions si vous en avez. Merci beaucoup Thibaut pour toutes ces bonnes pratiques, tes conseils. Je vous invite donc à poser vos questions via le chat qui apparaît sur la droite de votre écran. Nous avons déjà eu quelques questions pendant la session. Alors, la première question, Thibaut. Oui. Comment déterminer la bonne pression marketing? Alors, il n'y a pas véritablement de… Je vais vous faire encore une fois une réponse à la normande, désolé, mais il n'y a pas de règle. La bonne pression, on ne peut la déterminer qu'en testant. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme avec le degré, vous savez, je vous ai expliqué, de réactivation. On essaye, mettons 3 messages par semaine. Si on constate que le taux de plainte est encore, ou le taux de désabonnement est encore un peu élevé, eh bien, il faut reculer à 2. Et une des solutions qui peut être mise en œuvre facilement, c'est ce qu'on appelle un preference center, c'est-à-dire faire en sorte que les abonnés, lorsqu'ils créent un compte, puissent choisir le nombre d'emails qu'ils souhaitent recevoir par semaine ou par unité de temps. Et à tout moment, d'ailleurs, dans le bas de vos emails, vous pouvez, en plus du lien de désabonnement, leur proposer un lien pour régler cette pression. C'est un bon moyen pour vous d'éviter d'avoir des désabonnements, donc une attrition forte, et de garder les gens. Il vaut mieux un actif léger que, on va dire, un désactivé complet. Voilà. Merci Thibaut. Autre question venant du chat, faut-il obligatoirement passer par votre outil pour envoyer les emails pour pouvoir bénéficier de vos services autour de la délivrabilité? D'accord, vous voulez donc, si je reformule, est-ce qu'on peut apporter des prestations de conseil en délivrabilité sans passer par un contrat de licence pour les utilisations? Alors, il faudrait en parler à notre directeur de commerce. Moi, je suis prêt à aider beaucoup de gens, c'est mon travail, mais je crois qu'en général, il nous est demandé de pouvoir analyser les logs et pour cela, il faut que nous envoyions les messages. Parce que sinon, il y a des problématiques d'accès à des plateformes et aux logs. C'est vraiment vous voyez, le log, ce sont tous les petits enregistrements dans l'envoi de l'email qui fait qu'on peut savoir ce qui s'est passé à chaque étape. Et ça passe par la plateforme. Donc, c'est envisageable. Sinon, il existe des experts délivrabilité indépendants qui donc ont l'habitude de travailler avec plusieurs plateformes. Il y a cette solution-là. Mais dans tous les cas, n'hésitez pas à nous contacter. On va déjà réfléchir à votre problématique, voir si on l'a déjà rencontrée. Si on peut vous aider en premier niveau, on vous le fera. Et puis sinon, on vous recommandera auprès d'un expert indépendant. Alors, question suivante. Pouvez-vous revenir sur les 3 envois par an aux inactifs? Ah, d'accord. Alors, la bonne pratique recommandée, en fait, c'est lié au fait qu'une adresse est considérée potentiellement une adresse inactive peut devenir un spam trap après 6 mois. Bon, c'est le minimum du minimum. Hein. Ça peut être plus, mais c'est le minimum 6 mois. Ça veut donc dire qu'en une période d'une année, si vous l'avez sollicité 2 fois et qu'elle est devenue hardbound, il y a un moment où vous allez la dégager, la rendre inactive. Et pour plus de sûreté, moi je vous recommande de la solliciter 3 fois par an. J'espère que ça répond à votre problématique. Si jamais ça ne répond pas, n'hésitez pas à nous adresser un email. Je crois qu'il va y avoir certainement et puis je vous répondrai par email à ce moment-là pour développer les choses. Je crois qu'il y a d'autres questions.
Oui, alors nous avons une autre question sur quelqu'un qui a une problématique. Donc une personne s'est plainte Oui. et reçoit donc le mail en spam. Est-il toujours comptabilisé dans un rapport de plainte si je continue à shooter? Alors c'est particulier en fait. Les plaintes, le FAI évidemment, lui, il voit à chaque fois qu'il y a une plainte, il le voit. Il faut différencier les FAI qui ont des feedback loops, c'est-à-dire des boucles de rétroaction, de ceux qui n'en ont pas. Alors, les feedback loops sont des processus qui font que quand quelqu'un se plaint, ça revient auprès de votre SP qui peut le désabonner. Alors là, c'est le top du top parce que du coup, vous ne le sollicitez plus puisqu'il est désabonné. Ça, c'est le cas pour Hotmail, c'est le cas pour AOL et c'est le cas pour il m'en manque un, Yahoo. Alors ces trois-là, plus la Poste qui en a mis en place, Orange est sur le point d'y réfléchir, mais c'est pas encore fait. Gmail a sa propre feedback loop, mais c'est pas vraiment une feedback loop. Donc, pour certains FAI, comme je vous le répète, Microsoft, pour Yahoo et pour AOL, pas de risque. Si quelqu'un se plaint, il est automatiquement, si votre FAI a mis en place la feedback loop, il est désabonné. Effectivement, sinon, le problème est que bien vous n'êtes pas notifié que Monsieur Dupont s'est plaint, et du coup, ben, vous pouvez continuer à le solliciter. Mais pas si vous l'éliminez parce qu'il est inactif. Parce que quelqu'un qui se plaint, c'est normalement pas quelqu'un qui clique tellement. Donc, les cliqueurs ne sont pas des plaigneurs. En revanche, il est vrai que pour se plaindre, il faut avoir ouvert l'email, en général. Donc, on peut avoir des ouvreurs donc actifs qui sont quand même des plaignants. Mais enfin, en général, ce n'est pas le cas. Sachez que dans votre header de message, il y a toujours des informations pour que quelqu'un puisse envoyer à votre SP la demande de désabonnement. Donc, certains désabonnements se font de cette manière-là. Vous vous en rendez pas compte, mais ils ont lieu quand même. Bon, nous avons juste encore une petite minute pour répondre à une dernière question. Peut-on ajouter un contenu marketing portant sur un produit similaire ou complémentaire dans un message transactionnel? Effectivement, je parlais tout à l'heure des messages dits mixtes dans les transactionnels. Alors, j'ai vu certains ESP ou gros intégrateurs qui recommandaient ça. C'est un sujet, vous savez, qui est on va dire, sur la ligne. Hein. C'est 50 Shades of Grey, là. C'est-à-dire que l'idée, c'est de savoir, est-ce que dans un message transactionnel, par exemple, suite à une vente, imaginons que vous avez vendu, je ne sais pas moi, un voyage aux Baléares, vous pouvez glisser dans ce message transactionnel qui comporte par exemple la facture, vous pouvez glisser un message disant « et pour louer une voiture sur place », voilà. Bon, c'est un produit qui est complémentaire, il n'est pas vraiment similaire, donc au niveau de l'esprit de la loi, c'est pas exactement ça. En théorie, non, mais en pratique, j'ai envie de dire, si le produit est vraiment complémentaire, il n'y a pas de mal. Enfin, on dit no harm, no foul, vous savez, en anglais, c'est quelque chose qui peut être vu. Encore une fois, vous savez, le message transactionnel, il est envoyé sans aucun opt-in, sans aucune autorisation au départ. C'est une obligation de l'envoyer. Donc c'est délicat parce que du coup, vous avez glissé un contenu marketing et votre message est devenu de fait un peu marketing. Donc, tant qu'on est en France et que personne ne prend de grosses plaintes, ou plutôt de grosses amendes, on peut le faire de manière intelligente et respectueuse, mais il ne faudrait pas se servir des messages transactionnels pour bourrer d'offres soi-disant complémentaires. Donc attention à la mauvaise utilisation. Merci beaucoup Thibaut. Nous arrivons au terme de ce webinaire. Nous n'avons pas d'autres questions pour le moment. Si d'autres questions vous venaient, n'hésitez pas à nous écrire. Nous y répondrons volontiers. Avec grand plaisir. Nous allons également vous envoyer le replay de ce webinaire ainsi que la présentation. Vous souhaitons une très très bonne journée. Merci d'avoir participé à ce séminaire en ligne. Merci beaucoup. Au revoir.